vendredi 24 novembre. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et vous écoutez F1 Podcast. Pour vous aujourd'hui, retour sur la journée de vendredi en marge du dernier Grand Prix de la saison qui se déroulera dimanche à Abu Dhabi. Et pour débuter, actualité dans le monde de la Formule 1. Tout d'abord, dans l'actualité, retour sur la semaine dernière au Grand Prix de Las Vegas. On est forcé d'admettre que ça a été un succès, autant au niveau spectacle qu'au niveau des codes d'écoute, même si on s'attendait peut-être que ça fracasse tous les records. ESPN a dévoilé que ça a été le Grand Prix le plus regardé de la saison. Ça a été le deuxième Grand Prix le plus écouté ou le plus regardé plutôt sur ESPN après celui du Canada, qui avait eu lieu en juin. Donc, il était quand même temps que des bons chiffres sortent pour ESPN dans la redistribution aux États-Unis. C'est sûr que ça donne pas nécessairement une idée claire des codes d'écoute parce que, vous savez, le domaine de la télévision a beaucoup changé. Oui, il y a ce que ESPN a été capable de ramasser comme statistique, mais il y a aussi beaucoup d'abonnés qui sont directement sur F1 TV ou qui vont passer justement par, comme au Canada, nous on est par Sky Sports avec le réseau TSN qui est quand même sous ESPN, mais tout ça, il y a différentes façons maintenant d'écouter le sport avec les différentes plateformes, donc ça donne une certaine évaluation. L'achalandage a été plus grand sur le réseau ESPN. Il n'avait pas été aussi grand pour un Grand Prix de Formule 1 depuis celui du Canada en juin. Donc c'est des bonnes nouvelles. On s'attendait à ce que... On voulait donner une vitrine à la Formule 1, c'est ce qu'on voulait faire. On voulait donner un bon spectacle et tant mieux si les gens ont ouvert leur téléviseur ou leur ordinateur ou leur TV, peu importe comment, mais on trouvait une façon de regarder le Grand Prix, parce que le Grand Prix a vraiment livré en spectacle. On a eu droit à plusieurs dépassements, on a eu droit à même un dépassement juste avant la fin, c'est quand on parle de Charles Leclerc sur Sergio Perez. Il y a eu Max Verstappen qui a été obligé de remonter le peloton, donc on en a eu pour tout le monde pour être capable de donner un bon spectacle. Donc le compte rendu final de ça, c'est qu'on a hâte à l'an prochain, voir si on peut simplement améliorer la formule pour la rendre encore plus intéressante. Peut-être un peu modifier les heures, même si le fait que les codes d'écoute ont fonctionné, ben là, ils vont dire, on n'a pas besoin de changer l'heure était bonne, sauf que c'est quand même venu de la part des dirigeants d'écuries, question pour les mécanos et tout ça, que c'était extrêmement dur, autant pour les gens qui étaient à l'usine. Vous savez que la plupart des écuries de Formule 1 ont leurs usines basées en Europe, donc avec le décalage horaire, le travail qui doit être acheminé directement à ce personnel-là qui n'est pas nécessairement sur place au circuit, mais qui doit faire des devoirs. Là, on a souvent des analyses de données où on a les temps en simulateur aussi qui doivent être complétés. Donc à ce moment-là, ça donnait des gens qui étaient pratiquement debout 24 heures sur 24 pour être capables de composer avec la différence d'heure et surtout avec les délais qui ont été occasionnés à cause de la journée de vendredi. Donc c'est peut-être la petite chose qui va être corrigée pour la saison prochaine, de voir comment ils vont corriger la formule sur les heures que ça sera présenté. Mais à part de ça, là, je pense qu'avec le Grand Prix de dimanche, c'est venu pas mal tout sauver. Et puis si les codes d'écoute étaient au rendez-vous, c'est surtout ça que la Formule 1 va regarder. Puis de toute façon, ils ont un contrat de plus de 10 ans avec l'endroit. Et puis petite nouvelle comme ça, là, il y avait l'ex-directeur de la Formule 1 qui s'est peut-être échappé un peu sur la grille de départ, mais c'est venu, ça vibrait un peu dans mes oreilles quand il a dit ça. Il a parlé qu'il était très content de voir la Formule 1 à Vegas. Le plan était Miami, Vegas et New York. Ça a fait ça a créé comme un silence dans l'entrevue quand il a dit ça, puis finalement le journaliste a passé par-dessus, il n'a pas nécessairement accroché sur la question de dire New York, oui, tu es dans l'équation. Qu'est-ce qui se passe avec New York? Parce qu'on entend souvent parler de l'Afrique du Sud qui pourrait être une prochaine destination. On entend c'est souvent ça, c'est un pays d'Afrique qui manque pour vraiment être capable d'appeler ça un championnat du monde et de faire tous les... Mais à ce moment-là, de rajouter une course à New York, je pense que ça passe un peu mal chez nos voisins amateurs en Europe. Eux autres, ils sont plutôt... les amateurs de F1 en Europe, ils sont plutôt tannés de voir la F1 aller constamment en Amérique. On a vu beaucoup de Grands Prix en Amérique du Nord dans les dernières saisons, donc de voir un autre, là, peut-être qui pourrait être New York, qui a été mentionné. On n'est pas rendu là, il n'y a pas d'autres rues qui ont été choses, c'est juste que je trouvais ça particulier dans sa façon que lui était même l'ancien président de la Formule 1, puis il avance ça de dire que le plan initial était Miami. Si on l'a vu, Vegas, et qu'il y avait aussi New York dans ce plan-là. Donc ça reste à suivre dans les prochaines années, mais pour l'instant,
où ça bloque, c'est qu'il y a plus grands pilotes qui veulent ajouter des grands prix. Là. 23, on n'en a pas encore eu. Là. La saison prochaine risque d'être la première saison avec les 23. On pouvait essayer de pousser à 24 avec, si on ramène Imola, puis on a la Chine aussi. Donc, commencer à 24 grands prix, ça commence à être beaucoup pour une saison de F1. Donc, on devrait s'en tenir à ça, ou peut-être même ajouter l'Afrique, mais il y a sûrement un grand prix qui va être retiré du calendrier à ce moment-là. L'autre nouvelle pour ce qui se conclut pas mal Vegas, on est déjà prêt pour la prochaine semaine, mais ce qui a retenu l'attention au courant de la semaine, eh bien, c'est encore des rumeurs qui impliquent Red Bull, qui impliquent aussi un banc, un siège, un volant à côté de Max Verstappen. Il faut croire que c'est la rumeur qui ne cesse de revenir depuis quelques temps. Il y a eu les performances de Sergio Perez ont ouvert la porte à ce genre de discussion-là. Il y a eu Daniel Ricciardo pendant plusieurs semaines. On a aussi eu des moments où quelques heures où c'était supposément Fernando Alonso qui allait venir s'asseoir à côté de Max Verstappen. Mais là, on est retourné un peu dans le passé. Selon les dires de Christian Horner, directeur de l'écurie Red Bull, il aurait déjà eu des pourparlers en début de saison pour Lewis Hamilton. Donc, c'est le clan Hamilton qui se serait informé auprès de l'écurie autrichienne pour savoir ce qu'on avait à offrir pour un septuple champion du monde, ou ce qu'on était prêt à faire pour voir Lewis Hamilton venir porter les taureaux rouges sur son uniforme. Donc, troquer celui de Mercedes pour celui de Red Bull. Là, les journalistes en ont profité à l'arrivée de Lewis Hamilton au circuit aux Émirats Arabes Unis pour lui demander est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que tu as déjà été approché par Red Bull, ou est-ce que tu as déjà approché Red Bull? Puis lui, il a nié tous les demandes, puis ensuite il a conclu en disant qu'il n'avait pas parlé à Christian Horner depuis des années. Puis après ça, il a enchaîné en disant qu'il avait parlé à Christian Horner, mais que c'était Christian Horner lui avait demandé plutôt de rejoindre Red Bull, mais ça ne venait pas de lui. En tout cas, c'est le genre de rumeur qu'on a eu le droit cette semaine, mais c'est pas... Encore là, moi, je trouve que je comprends pas quelles les proportions que cette nouvelle-là a pris, parce que le fait que Lewis Hamilton ou ses proches se seraient informés de la possibilité, ou même de savoir combien que Red Bull pourrait offrir pour ses services, je pense que ça fait partie du jeu. Je peux pas croire que Lewis Hamilton a des aviseurs autour de lui, qu'il y a un agent, qu'il y a des conseillers, puis que pendant que ces négociations avec Mercedes n'aboutissaient pas, qu'il n'y a personne qui est allé s'enquérir de savoir qu'est-ce qui se passait ailleurs, qu'est-ce qu'on pouvait offrir. Tu sais, tu as été le visage de la Formule 1 pendant plusieurs années. Tu es le septuple champion du monde. Tu es égal à Michael Schumacher dans l'histoire de la Formule 1. De savoir c'est quoi ta valeur, puis si tu peux monnayer ça, de savoir c'est quoi que les écuries sont prêtes à payer, de pas nécessairement être marié ou à une seule écurie et ne pas t'informer de ce qu'il y a autour. Je pense pas que ça serait vraiment... Oui, ça serait très loyal de sa part, mais je pense pas que c'est encore là. C'est un peu un mirage qu'on essaie de nous faire croire que du côté Hamilton, on est assez loyal qu'on s'informe même pas de savoir si une écurie serait prête à donner 10 millions de plus et faire monter la valeur sur le contrat Mercedes. Ça, j'achète pas ça. C'est quand même un homme d'affaires avant tout, Lewis Hamilton. Puis il y a eu des rumeurs du côté de Ferrari aussi. Ça l'a aidé à faire débloquer les négociations du côté de Mercedes. Je peux pas croire qu'on n'aurait pas du côté à Lewis, on ne se serait pas informé aussi du côté de Red Bull. Donc je pense que du côté de Christian Horner, le fait qu'il mentionne on a approché, ça veut pas dire qu'on était prêt à s'en venir puis c'était demain matin il propose une offre, mais de vouloir savoir combien Red Bull donnerait pour Lewis Hamilton, c'est juste normal. Je pense que son agent aurait dû faire ça avec pas mal tous les écuries qui ont les moyens de se payer un septuple champion du monde, un pilote de la trempe de Lewis Hamilton. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre que c'est venu un peu chatouiller à Hamilton, puis sa réponse, je trouve qu'elle cachait quelque chose. Le fait qu'il mentionne, j'ai jamais parlé à Christian Horner depuis plusieurs années, puis après ça, tout d'un coup, il nous sort une conversation qu'il a eue avec lui il y a 6 mois. C'est un peu étrange aussi de dire pourquoi tu t'empresses de nous dire que tu lui as pas parlé, mais la phrase d'après, c'est oui, j'ai parlé il y a 6 mois, mais c'est moi qui ai tourné, c'est lui qui m'a approché, puis c'est moi qui ai dit non. C'est un peu comme un peu d'enfantillage, de dire c'est elle qui m'a laissé, c'est lui qui m'a laissé, c'est un peu ça. Là, de savoir non, c'est lui qui m'a appelé, non, c'est elle qui m'a appelé, mais au bout de la ligne, ça revient au même. Vous vous êtes parlé, il y a eu des considérations, vous vous êtes fait de l'œil comme quoi il y avait peut-être une possibilité de faire une entente ou de faire surtout une offre au préalable. Donc, en tout cas, tout ça pour dire, c'est la rumeur qui a retenu l'attention. Ça change rien parce qu'au bout de la ligne, Hamilton sera chez
chez Red Bull plutôt, chez Mercedes pour plusieurs saisons, disons jusqu'à la nouvelle tournure des réglementations, donc au moins jusqu'à la saison 2026. Et du côté de Max Verstappen, il sera là jusqu'en 2028. Ça aurait été le fun de les voir coéquipiers, ça aurait fait bien de l'action. Ça a vendu de la copie pendant la dernière semaine de parler de ça, mais au bout de la ligne, ça revient à dire que ce n'est pas le cas et ça n'arrivera pas. Et puis, même s'il y a eu des conversations d'un bord ou de l'autre, je pense pas qu'il y a rien de mal qui a été fait dans ce dossier-là, autant du côté de Red Bull que du côté de Lewis Hamilton. Pour le reste, qu'est-ce qui s'est passé d'autre cette semaine? Il y a eu cette fameuse, encore là, concernant Red Bull, mais cette fois-ci pour la famille AlphaTauri. On parle du changement de nom, on s'en va vers là. On avait déjà effleuré le sujet dans les dernières semaines, les derniers mois même, comme quoi qu'AlphaTauri changerait de nom. Eh bien, le nom qui a été enregistré par la société Red Bull, qui serait dans le fond, la tournure d'AlphaTauri deviendrait, attendez bien ça, là, on s'en va dans l'originalité, on va appeler la petite écurie Racing Bull. Ça, c'est la grosse rumeur, c'est le nom qui a été enregistré par la compagnie autrichienne. Donc, notre équipe junior, notre équipe sœur s'appellerait Racing Bull. La petite écurie de Red Bull s'appellerait Racing Bull. On va sûrement rajouter un commanditaire là-dedans. Mais vous ne serez pas surpris que le logo, c'est un taureau. Ça va être ça. On va retourner un peu plus à ce qu'on avait avant, d'avoir les fameuses Red Bull d'un côté et Toro Rosso, qui veut dire Red Bull en italien, qui était l'autre division. On veut avoir un nom qui a une connotation semblable. On veut que le lien se fasse facilement pour les amateurs, comme quoi que c'est bel et bien une compagnie qui appartient à Red Bull. On veut aussi faire en sorte que les voitures se ressemblent. On a déjà commencé avec plusieurs modifications à la AT04 et ça sera la suite avec la AT05 pour l'an prochain, qui ne s'appellera sûrement pas une AT05 parce que ce ne sera plus le nom AlphaTauri. Mais à ce moment-là, les couleurs, on parle aussi d'aller vers le bleu et possiblement le argent. Donc, ça reste à suivre, mais pour l'instant, il y a des fortes rumeurs qui s'en vont vers que le prochain nom serait celui que je viens de vous nommer, c'est-à-dire Racing Bull. Ensuite, autre nouvelle, c'est le réseau CBS aux États-Unis qui aurait offert à Gunther Steiner d'avoir une série télévisée style The Office qui se déroulerait dans un garage mécanique de course automobile et puis il y aurait de l'humour autour de ça. Là. Ça serait fait dans le même style un peu de la série The Office, là, avec pas trop de sérieux, mais quand même une bonne série qui a été côté humoristique, la série The Office. Mais on veut faire un peu la même chose, mais cette fois-ci, je ne sais pas si ça va être à saveur Formule 1, est-ce que ça va être fait en affiliation avec Liberty Media ou ça va être seulement Gunther Steiner? Est-ce qu'on va trouver un acteur pour remplacer Gunther et lui va seulement partager ses histoires? Là, pour l'instant, on est encore dans le début de ce processus-là, mais c'est le réseau CBS qui a montré ses intérêts envers Gunther Steiner. Donc ça pourrait être à suivre, peut-être une série. Déjà que je pense que si on prenait si on allait avec les moments de réalité de l'écurie Haas, des fois ça pourrait nous donner une comédie qui serait déjà prêt à mettre au grand écran, mais ça reste à voir qu'est-ce qu'on va vouloir faire là, si on va vraiment y aller simplement dans la fiction, puis Gunther Steiner d'avoir un premier rôle en tant que c'est bien beau être directeur d'écurie, puis être dans la série Drive to Survive, mais de là à faire le travail d'acteur, ça reste à voir. Mais c'est dans les nouvelles, c'est dans les projets pour l'écurie Haas et son directeur très coloré. Mais là, on arrive au dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a surnommé cette course-là la Money Race. Pourquoi qu'on la surnomme la Money Race? Eh bien, c'est que c'est là où l'argent va tomber. Il y a énormément d'argent en jeu pour ce week-end-là. Vous pensez que le championnat est réglé depuis longtemps, il est en poche pour Red Bull. Red Bull a le championnat des constructeurs, Verstappen a le championnat des pilotes, puis le reste du paddock, tout le monde s'en fout, puis a juste hâte de partir en vacances. Mais vous êtes royalement trompé si c'était ce que vous pensiez. C'est plutôt probablement une des courses les plus importantes de la saison, surtout du point de vue monétaire. On parle de des différences là, pour une position ou une autre. On parle d'environ des montants qui dépassent les 9 millions de dollars. Donc, si vous avez Ferrari à 388 points versus Mercedes à 392, c'est sûr que d'un côté ou de l'autre, on va tout faire pour aller chercher les points.
chaque pilote va vouloir s'inscrire au tableau lors du week-end pour être capable d'aller soutirer l'avantage à l'autre. Du côté du manufacturier, ben, on va vouloir se remplir les poches, aller chercher cet argent-là. Il y a toujours le petit côté négatif, c'est de perdre du temps en soufflerie, mais avec les sommes d'argent qu'on est capable d'aller chercher, ben, je pense qu'il y a encore les écuries tête. Il y a aussi la fierté. T'sais, pour Ferrari, de terminer deuxième encore malgré une saison difficile, de réussir à demeurer devant Mercedes, je pense qu'on aimerait bien l'avoir, surtout avec ce qui est arrivé à Vegas, ça nous a un peu désavantagé dans cette course-là. On aimerait ça être capable de capturer le championnat pareil, de finir sur une bonne note. Donc ça risque de donner une bonne compétition entre les pilotes Carlos Sainz, Charles Leclerc, contre George Russell et Lewis Hamilton. Donc, si vous avez quelque chose à surveiller tout au long du week-end, autant au niveau des qualifications que dans la course, ça va être très intéressant de suivre le positionnement de ces 4 pilotes-là. Ça va être la même chose du côté de Aston Martin versus McLaren. On a aussi 9 millions en jeu sur cette position-là. On est proche. On a 273 points du côté de l'équipe verte. On en a 284 du côté de l'équipe orange. Donc, encore là, les pilotes Lando Norris, Oscar Piastri vont être confrontés à Lance Stroll et Fernando Alonso. Donc, tout au long du week-end, on surveille ça, voir qui va réussir à avoir le dessus. Et dans une bagarre plus loin, un peu dans le classement, qui pourrait même, le perdant pourrait même se retrouver à avoir la dernière position au classement. Bien, tout d'abord, il y a AlphaTauri qui cherche à rejoindre Williams. C'est assez intéressant là, ce qui s'est passé. On en parlait justement que oui, il va y avoir le changement de nom. On travaille sur changer la voiture, s'en aller plus dans l'identité Red Bull. Mais si on regarde juste du point de vue classement, on était dernier il y a environ au début du mois du côté de AlphaTauri. Puis maintenant, on se bagarre pour peut-être voler la 7e position à l'écurie Williams. On parle d'une différence là, entre ce qu'on avait au début du mois versus aujourd'hui. On parle d'une différence d'environ plus de 30 millions de dollars qu'on pourrait mettre en poche du côté de AlphaTauri versus ce qu'on était là, il y a environ quelques semaines à peine. Là. Donc, ces améliorations-là ont vraiment porté fruit. Et justement, dans le volet amélioration, on est l'écurie qui a continué de développer sa voiture jusqu'à la fin de la saison. Et c'est le cas de le dire parce que même au dernier Grand Prix, encore AlphaTauri va présenter un nouveau plancher. Donc, on avait planifié l'apporter en 2024, mais on a devancé l'apparition du nouveau plancher pour être sûr d'être capable de mettre la main, capitaliser sur cette opportunité-là, de mettre la main sur les points et de devancer Williams au classement. On en profite aussi même pour enregistrer des tests pour la saison prochaine, voir si on s'en va dans la bonne direction. Donc, ça va être à surveiller si on est capable vraiment d'aller soutirer encore des bonnes performances. On est toujours en bagarre aussi, là, on est proche avec Alfa Romeo. Alfa Romeo qui n'a pas eu un bon week-end lors de la dernière fin de semaine. On s'attendait à plus aux autres, on s'attendait de plus au Brésil aussi, puis finalement les résultats n'ont pas été là. Donc ça reste à voir qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher, si on est capable d'extraire encore de la performance. On a apporté des améliorations du côté d'Alfa Romeo aussi, puis même chose pour Aston Martin, parce qu'on se bat au championnat, bien entendu. Donc ça va être à voir, là. On a Haas aussi qui voudrait se mettre de la partie. On n'a pas vraiment les outils pour se battre contre les autres écuries. On n'a pas apporté d'amélioration encore. On est toujours sur nos mises à jour qu'on avait présentées au Grand Prix des États-Unis, que Hülkenberg n'aime pas, mais que Magnussen aime. Un pilote décide de rouler les nouvelles configurations. Donc, ça va être à voir quelle équipe. Vraiment, c'est sur la table pour pas mal tout le monde. On a aussi des confrontations là, entre 4 pilotes, là, autant du côté de Charles Leclerc, Fernando Alonso, Carlos Sainz, puis Lando Norris. On est très près au classement. Donc, ça va être intéressant aussi à suivre. Donc, il y a des bagarres pas mal partout. La seule place où il n'y en a pas, c'est Max Verstappen qui, lui, fait comme depuis le début de la saison. Il va compétitionner avec lui-même, puis il va essayer d'aller battre ses propres records. Donc, de pousser plus loin, d'avoir gagné à 18 reprises dans une saison. Il va essayer de pousser ça à 19. Il va aussi essayer de devancer Sébastien Vettel. Il a déjà égalisé avec sa 53e victoire. Il est maintenant égal au pilote allemand au 3e rang de l'histoire de la Formule 1 pour le nombre de victoires. Donc, il voudrait prendre le 3e rang et terminer la saison en étant le 3e meilleur pilote de toute l'histoire, avec les statistiques, bien entendu, les statistiques de victoire. Donc, il pourrait vraiment maintenant être tout seul et reléguer Vettel au 4e rang. Donc, je suis persuadé qu'il va vouloir terminer ça et mettre ce record-là derrière lui, en plus de vouloir pousser ça à 19 victoires dans une saison. Donc, ça reste à voir. Il y a aussi le record pour Red Bull, pour une écurie, d'avoir autant de victoires dans une saison. Ça n'a été jamais vu. On l'a enlevé, ce record-là qui appartenait à Mercedes. Donc, on va essayer de le pousser un peu plus loin. Donc, il y a toutes ces petites choses-là à surveiller, mais c'est vraiment les bagarres au classement et le côté argent. C'est pas pour rien que, selon moi, on peut surnommer la course de Abu Dhabi la Money Race, donc le Grand Prix en argent pour le week-end. Maintenant, passons
à la journée de vendredi, donc aux séances d'essais libres qui avaient lieu aujourd'hui. Circuit de Yas Marina à Abu Dhabi, c'était le temps de passer aux séances d'essais libres. On avait 2 séances, comme on a dans des week-ends normales, où ce n'est pas les week-ends sprint. Donc, on en avait une le matin qui ne sert pas à grand-chose. Encore plus vrai sur un circuit comme Yas Marina, où cette fameuse première séance-là se déroule encore à la clarté. Vous savez que le dernier Grand Prix de la saison prévu à Abu Dhabi se déroule toujours sous les réflecteurs. Donc, à ce moment-là, on attend toujours la deuxième séance pour avoir un peu plus l'idée de ce que ça va donner, ce qu'on va être capable de reproduire lors des séances de qualification, ainsi que la course. Par contre, pour la première séance, on avait décidé chez plusieurs écuries, donc il y avait 10 pilotes recrues qui prenaient la place des vétérans pour cette première séance-là. Il y avait du côté de Red Bull, on n'avait toujours pas laissé la place autant du côté de Sergio Perez que de Max Verstappen. Vous savez que c'est un règlement maintenant en Formule 1, question que les pilotes arrivent prêts, qu'on nomme pas demain matin n'importe quel pilote, on leur donne une promotion en Formule 1 puis on n'a jamais conduit la voiture, donc on rend accessible de plus en plus les tests pour que on forme les pilotes de demain, qu'au moins on ait déjà eu le goût un peu de savoir c'est quoi le feeling d'une Formule 1. Donc c'est pourquoi on ouvre de plus en plus les séances FP1, donc on met ça obligatoire qu'au moins à une séquence dans l'année, on est obligé de confier notre place lors d'une séance de pratique. Et c'était le cas pour plusieurs écuries, dernier Grand Prix de la saison, donc on n'avait plus le choix. On a un peu les mains liées, surtout chez Red Bull. Il fallait qu'on le fasse là. Sinon, on aurait eu des réprimandes. Donc, on a laissé notre place. Donc, c'est venu un peu changer les statistiques. C'est venu donner beaucoup d'importance à la pratique numéro 2 parce que là, à ce moment-là, les pilotes travaillaient un peu sur... on partait un peu du mauvais pied dans le sens qu'on n'a pas notre routine qu'on a d'habitude. Ça a été fait par quelqu'un d'autre. Donc, à ce moment-là, le temps qu'on s'assit, qu'on prenne notre aise, qu'on soit capable de trouver nos repères, à ce moment-là, la deuxième pratique est extrêmement importante. Mais Carlos Sainz a eu une sortie de piste, une violente sortie de piste en début de cette deuxième séance de pratique-là. Donc, c'est venu pas mal bousiller la journée parce que on a eu le drapeau rouge, puis le temps qu'on réussisse à retirer la voiture de Carlos Sainz, rapatrier les morceaux, envoyer ça au puits. Ça a causé des problèmes beaucoup à Ferrari parce que là, on va avoir énormément de travail puis on n'a pratiquement pas de données d'accumuler. Mais après ça, ça a été au tour de Kevin Magnussen d'aller frapper. À ce moment-là, ça a fait un autre drapeau rouge. Donc, c'est venu encore une fois, les écuries ont cancellé des programmes qu'on avait de programmer. On est allé faire le mieux qu'on pouvait. Là. Il y en a certains qui ont roulé avec des grandes capacités en essence, qui ont voulu tout de suite faire des tests pour voir comment la voiture allait se comporter en mode course, donc avec un plein de carburant. Et il y en a d'autres qui ont décidé de privilégier le mode qualification, donc une voiture plus légère avec moins de carburant. Donc à ce moment-là, c'était un peu dur de partager qui travaillait sur quoi. On pouvait voir aussi les types de gommes, comme on voit toujours. Il y en a qui roulaient en gomme dure, il y en a d'autres qui ont pris la peine d'aller essayer les gommes tendres, il y en a d'autres qui l'ont fait sur un temps un peu plus limité. Il y avait beaucoup de trafic en piste, il y avait aussi beaucoup de trafic dans les puits. Parlez-en à Max Verstappen, si vous n'avez pas vu les images. Vous allez sûrement avoir la chance de les voir au cours des prochains jours, mais il a décidé de faire plusieurs dépassements dans la ligne des puits, comme plusieurs ont de la difficulté, là, parce qu'on est tout habitué, on a toute l'idée de dire « Hey, il n'y a pas le droit de faire ça », mais c'est la nouvelle recommandation de la part des dirigeants, de la part de la FIA. Alors, on veut éviter, vous vous rappelez, qu'il était à l'origine de ce phénomène-là. Après le fameux règlement qu'on disait aux pilotes que si vous vous aventurez en piste, vous avez un temps minimum à respecter, donc vous ne pouvez plus rouler trop lentement en piste, ce qui était dangereux, ce qui pouvait causer des accidents. Donc, à ce moment-là, ce que ça a fait, c'est que ça a fait du trafic à la sortie des puits. Verstappen, lui, attendait devant la ligne pour dire, oups, si je passe la ligne, là, vous allez me forcer à faire un temps. Donc, j'attends l'autre bord de la ligne. J'attends d'avoir la séquence que je veux avec l'espace en piste que je veux. Et là, je m'élance et je vais faire mon tour rapide. Là, on a dit, non, ça, on n'aime pas ça. Ça, tu bloques les puits à tout le monde. Donc, on a mis un règlement. On a dit, plus le droit de bloquer, de s'immobiliser dans la ligne rapide des puits. Donc, si vous voulez vous immobiliser ou ralentir, vous devez vous tasser sur le côté afin de dégager la voie pour que la voiture puisse vous doubler du côté, dépendamment de la configuration du circuit. Cette fois-ci, à Abu Dhabi, c'est la même chose. On s'arrange vers la gauche et les voitures peuvent nous passer à droite. Eh bien, c'est ce que Verstappen fait depuis quelques Grands Prix. Bien, il se réjouit de dépasser tout le monde dans la ligne des puits. Je pense qu'il le fait vraiment par exprès. Pour le voir, on le voit, là, d'être
d'être pressé comme ça n'a quasiment pas de bon sens. Oui, au Brésil, il y avait le fait qu'il annonçait de la pluie, fait qu'on avait vu ça sur nos radars, puis il voulait passer en avant de tout le monde. Mais là, toutes les fois qu'on sort, qu'il y a une séance, on voit Verstappen faire 3, 4, 5 dépassements dans la ligne des pluies. Je pense qu'il veut juste montrer, prouver un point que sa stratégie, sa façon de faire, avant qu'on lui dise de ne plus la faire, était probablement la meilleure selon ses pensées. Donc, je pense que c'est ce qu'il essaie de faire, de montrer, de dire « Ah, maintenant, vous voulez qu'on dépasse d'un pluie? Parfait, je vais le faire. Je vais le faire tellement de fois, puis je vais le faire tellement souvent que vous allez vous rendre compte que ça n'a pas de bon sens, puis que c'est peut-être plus dangereux que ma technique, mais en attendant, je vais le faire aussi souvent que je peux pour passer le message, puis que la planète entière voit que c'est vous qui avez pris cette décision-là de me dire de dépasser des gens dans les pluies. » Ben, je pense que c'est pour ça qu'il le fait. Il veut un peu prouver son point, parce qu'il est pas mal le seul qu'on voit autant dépasser de gens, autant s'impatienter derrière les autres. Ben, c'est depuis qu'on a placé ce fameux règlement-là, ben, il l'a encore fait. Il l'a fait, c'est comme je vous dis, là, puis à Abu Dhabi, c'est pas la sortie des pluies la plus facile. Là. On parle d'un tunnel qui passe en dessous de la piste, qui retourne de l'autre côté. On avait fait ça de façon sécuritaire parce qu'on ne voulait pas relancer les voitures dans le virage 1, que ça cause des accidents, donc on va les relancer plus loin. Donc à ce moment-là, ben, vous allez le voir, là, il passe dans les tunnels très étroits, puis il a réussi à passer le long de George Russell, de Lewis Hamilton pour se diriger en piste. Donc c'est ce que ça l'a donné un peu, que les gens étaient pressés de vouloir enregistrer des temps parce qu'on a manqué énormément de temps de pratique. Qui a été le plus rapide? Eh bien, bonne nouvelle pour la course au championnat, à la deuxième place au championnat. C'est Charles Leclerc à bord de sa Ferrari qui a signé le meilleur temps. Lando Norris a été deuxième. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle parce que quand on pense à ça, on se dit Lando Norris, mais on se dit McLaren en bagarre avec Aston Martin. On veut qu'ils aient une bonne voiture. Donc, il faut voir absolument les Aston Martin venir se mêler à ça, être capable de compétitionner contre Norris et Stroll contre Piastri. Ensuite, Verstappen, troisième, Bottas, quatrième, bonne nouvelle pour Alfa Romeo, on a aussi besoin de ces points-là. Cinquième pour Perez, Russell, sixième, Joe, septième, Hamilton, huitième, Gasly, neuvième, Piastri, dixième, Alonso, onzième. On aimerait les voir plus proches, les Aston Martin, c'est un peu inquiétant. Ensuite, 12e pour Ricardo, Stroll, 13e, Ocon, 14e, 15e, Tsunoda, 16e pour Albon, 17e pour Magnussen, Sargent 18e et Sainz et Hülkenberg, comme vous l'avez dit, n'ont pas complété la deuxième séance d'essai libre. Qu'est-ce qu'on prévoit pour le week-end? Eh bien, je suis surpris de voir que Leclerc a des bons temps, même si on le sait qu'il y a tellement eu d'impondérables aujourd'hui que c'est dur de se faire vraiment une thèse et d'être sûr à 100% qui est dans le pas. Je m'attendais à ce que Ferrari ait un week-end peut-être possiblement difficile. Peut-être qu'on va être correct en qualification, mais en mode course, c'est pas un qui a souri à Ferrari par le passé. Quand on se présente à Abu Dhabi, on a aussi énormément de difficultés avec l'usure des pneus, la dégradation des pneumatiques. Donc à ce moment-là, c'est pas le meilleur circuit non plus pour ça, pour protéger les pneus. Donc ça pourrait venir exposer grandement les défauts de Ferrari versus Mercedes versus vous savez, Mercedes n'ont pas nécessairement de problème d'usure de pneus, même si au Brésil, ils ont été frappés par ça. Mais c'était vraiment un mauvais réglage. Mais normalement, on nous a habitués dans la saison d'être capable de prendre vie en course, plus qu'aussi qu'on brûle du gaz, plus que le Grand Prix avance, on réussit à aller chercher des meilleures performances. Donc, ça reste à voir. Je pense que ça pourrait être un avantage Mercedes dû à l'emplacement du dernier Grand Prix. Il y a aussi McLaren, ça devrait être bon pour eux. Ils nous l'ont dit souvent, on n'aime pas les grandes lignes droites, on aime les enchaînements de virages rapides. Eh bien, on a des grandes lignes droites, c'est correct, mais on a les enchaînements rapides. Donc, quand on a trop de lignes droites et des virages lents, on nous dit du côté de McLaren que ça vient exposer les lacunes de la voiture. Donc, ça ne devrait pas être le cas à Abu Dhabi. Ça devrait être un circuit où on est capable de vraiment sortir les meilleures valeurs de la MCL 60. Ça reste à voir. On a quelques virages lents, mais c'est très peu les virages lents. Donc, c'est plus des virages rapides, les grandes lignes droites. Donc, ça reste à voir si on va être capable de faire. Je suis plus inquiet, par exemple, pour Aston Martin. Aston Martin, j'ai l'impression que, encore là, les problèmes de training, même si on a travaillé très fort pour éviter ça, dans les grandes lignes droites, si on n'est pas capable de suivre une voiture en arrière où on n'est pas capable d'être compétitif en vitesse de pointe, on va avoir énormément de difficultés à faire des dépassements. Peut-être qu'en qualification, ça peut fonctionner, mais en course, on risque d'être exposé nous autres aussi. Donc à ce moment-là, si on n'est pas capable non plus d'avoir une bonne qualification et en course, on n'a pas la vitesse nécessaire pour compléter des dépassements. Donc ça reste à voir. Ça va être une bonne façon d'évaluer du côté d'Aston Martin si on a vraiment réglé les problèmes qu'on avait depuis le début de la saison. Donc si on est capable de performer à Abu Dhabi, on va pouvoir dire, bon, les problèmes de training sont bel et bien derrière nous. La même chose pour Ferrari. On a vu un peu
à Las Vegas, on n'a pas eu les problèmes de pneus qu'on avait par le passé, qu'on a eu depuis le début de la saison ou même depuis quelques saisons. On semblait bien à Las Vegas, et même elle semblait meilleure que Red Bull, sauf qu'il y avait la température de notre côté. C'était excessivement froid. Donc si les pneus ont tendance à surchauffer partout ailleurs, mais c'était pas le cas quand il faisait 9 degrés au départ du Grand Prix dimanche dernier. Donc ce petit avantage-là, ça l'a souri à Ferrari, mais à Abu Dhabi, on n'aura pas cet avantage-là. Il ne fera pas 9 degrés lorsqu'on va avoir le départ dimanche. Donc est-ce qu'on va retourner à nos bonnes vieilles habitudes de manger nos pneus avant tout le monde et de ne pas être capable de faire durer ça, faire du long terme et d'être capable de trouver une bonne stratégie pour rivaliser avec les autres équipes. Donc ça va rester à voir. C'est la crainte que j'avais pour Ferrari, mais encore là, si on est capable de passer au-dessus de ça, ça va être une bonne nouvelle l'année prochaine parce que là, on va pouvoir commencer à discuter que peut-être que Ferrari a remédié à la situation de l'usure prématurée de ses pneus. Donc ça reste à voir. Même chose pour Mercedes. Qu'est-ce qui arrive avec Mercedes? Si on connaît un bon Grand Prix, est-ce qu'on finit la saison sur une bonne note et on dit on a réglé les problèmes, on est dangereux l'année prochaine? On va voir. Je pense que non. On a encore beaucoup de choses à prouver pour Mercedes. Moi, du moins, je suis pas convaincu avec ce qu'on nous a montré cette saison. Je trouve qu'on a encore fait un peu une saison qui ressemblait à la saison précédente. Oui, on n'a pas eu nécessairement les problèmes de marsouinage agressif, mais pour l'instant, on se cherche encore. Un week-end, on semble être une voiture qui pourrait un jour rivaliser avec Red Bull, puis après on se demande si c'est pas rendu la 6e voiture, puis c'est pas fait dépasser par Aston Martin, par McLaren et par Ferrari du même coup. Donc ça va rester à voir. Et là, si on a une belle performance à Abu Dhabi, bien, on a toujours eu une voiture qui performe bien à Abu Dhabi. Donc, est-ce que ça va vraiment nous révéler que Mercedes est de retour pour la saison prochaine? J'ai bien peur que non. Je pense que le mal est fait dans le cas de l'écurie allemande. On va avoir des points d'interrogation durant tout l'hiver, durant toute la saison morte, de voir comment on est capable de retourner le navire et de surtout retourner au devant du peloton, compétitionner à Red Bull, mais surtout ne pas concéder des positions. Là, on est en train possiblement de concéder la 2e place au championnat à Ferrari. Ferrari, selon moi, c'est eux qui ont eu la seule victoire autre que Red Bull, donc ça serait intéressant de les voir terminer 2e pour cette raison, mais ça peut changer lors du week-end. Mercedes pourrait s'assurer de la 2e place avec une victoire aussi et devenir la 2e écurie à vaincre Red Bull cette saison, ce qui pourrait être intéressant aussi, parce que c'est sûr que terminer 2e, pas réussi à gagner de course et que ton vis-à-vis qui termine 3e, lui, il a eu cette fameuse victoire-là, ben, ça passe un peu de travers dans la gorge du côté de Mercedes. Je suis persuadé qu'on aimerait corriger cette situation-là. Il nous reste une course pour le faire, surtout que ça va devenir la première saison pour Mercedes depuis la saison, je pense, 2012 ou 2013, qu'on n'aura pas récolté de victoire tout au long d'une saison. Donc ça aussi, on voudrait mettre ça derrière nous, puis pas vraiment, c'est pas le genre de statistiques qu'on veut dans le clan allemand. Donc c'est toutes ces petites choses-là qui restent à surveiller pour la fin de semaine. Comme je vous dis, beaucoup de bagarres à l'interne. Vous pouvez suivre notre page Facebook, on va vous les présenter tout au long du week-end, mettre l'emphase là-dessus, voir l'argent qui est en jeu. Il y a aussi les records pour Verstappen. Donc ça risque de nous donner un bon Grand Prix. Avec les nouvelles configurations de ce circuit-là dans les dernières saisons, je le trouve beaucoup plus intéressant qu'auparavant. On a enlevé cette fameuse chicane qui servait absolument à rien. On a un virage beaucoup plus rapide. Là, je parle du virage 9. Donc, depuis ce temps-là, je trouve que ça a redonné un peu de vie au Grand Prix qu'on avait là-bas. Donc, ça risque surtout des bonnes qualifications normalement qu'on a à Abu Dhabi. Donc, j'ai bien hâte de voir tous ces bagarres-là et de voir aussi qu'est-ce qu'on va faire en stratégie d'équipe quand ça va venir le temps. Là, parce que oui, ça va être important, les points individuels, mais on a aussi besoin des points d'équipe. Donc, si Fernando Alonso peut donner un petit coup de main à Stroll en qualification pour être sûr de le faire devancer un peu, peut-être de quelques positions sur la grille, ça va être le même coup chez AlphaTauri, chez Alfa Romeo, donc chez plusieurs écuries, de voir qu'est-ce qu'on va faire en qualification. C'est un circuit où ce que justement on peut servir là, pour servir d'aspiration là, pour l'autre derrière nous. Donc, si on est capable d'aider notre coéquipier, donc ça risque de donner des qualifications qui vont peut-être se disputer en équipe. Donc, on va avoir un bon spectacle. Nous, notre prochain épisode, ça va être lundi. Ça va être le retour sur le Grand Prix d'Abu Dhabi. Et ça ne sera pas la dernière épisode de la saison non plus parce qu'on va en faire d'autres pour vous. Là. Je vais vous faire justement, on va mettre en une compilation, on va faire un bulletin pour donner des notes à chaque écurie et à chaque pilote au cours de la saison. Donc, on va fermer ça au cours des prochaines semaines. Donc, c'est pas la dernière épisode qui aura lieu lundi. D'ici là, je vous remercie d'avoir fait confiance à F1 Podcast et je vous souhaite un bon week-end de course.